bonjour à toutes et tous. Mon nom est Vincent Gautret. Bienvenue à cette dernière activité de l'année, 25-26, c'est ça, oui, de la chaire Wilson. Notre bannière, ah oui, elle est de côté. Ok, voilà. Cette dernière activité, en fait, c'était un prétexte aussi pour voir la professeure Goffo, avec qui je collabore depuis 22 ans, 2004. Et, euh, son prétexte aussi, c'était d'évoquer un projet qui me taraude depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle le Dictionnaire de la norme, où on essaye de proposer des définitions des nouveaux termes que l'on trouve de plus en plus, notamment dans le domaine commercial, des termes reliés justement aux nouvelles procédures, aux processus pour réguler les nouveaux environnements, qui soient numériques, mais pas que. Et Géraldine Goffo, donc, travaillait, parce que ça fait des années qu'elle travaille là-dessus, sur la base du droit français, qui a intégré d'ailleurs dans plusieurs lois spécifiques la notion de RSE, que vous connaissez tous, responsabilité sociale des entreprises. Et en travaillant justement avec Géraldine sur ces aspects-là, on a commencé à évoquer un néologisme comme le numérique est susceptible d'en générer assez souvent, de RNE, pour responsabilité numérique des entreprises. Là encore, qui pointe le bout de son nez, surtout en Europe, un peu moins chez nous, mais malgré tout qui est intéressant. Et dans cette perspective-là, pour ceux qui connaissent les activités de la chaire, vous l'avez vu, j'aime bien. Donc après, en l'occurrence une intervenante principale, ben, invoquer un répondant qui arrive avec ses propres perspectives. Et je suis ravi que mon collègue Pierre Larouche, donc professeur ici à l'UDM, joue ce rôle, ce rôle de carte blanche, de rebondir donc avec son propre vécu, son propre background, donc droit de l'innovation, droit de la concurrence, gouvernance économique, un terme d'ailleurs qui origine du monde économique. Donc c'est un petit peu ce dialogue. Je pense, Géraldine, 35 minutes, quinzaine de minutes, si ça te convient, Pierre, et ça devrait nous laisser normalement une cinquantaine de personnes en ligne et une douzaine de personnes ici en présence. Donc encore une fois, on est ravis pour ce presque été en tout cas, qui se fait sentir. Dernier point, je vous ai parlé du dictionnaire. Ça me permet de rappeler que Géraldine me doit le mot RSE, donc dictionnaire de la langue, puis que Pierre me doit le terme régulation aussi. À un moment donné, là, il y a un gentil rappel qui sera amené, mais pas d'urgence, pas ça, là, mais c'est un projet en construction et on va les prendre quand ils vont arriver. Alors voilà, la parole est à vous. Merci encore de collaborer depuis si longtemps, Géraldine, sur ces questions qui nous intéressent tous. Merci Vincent, puisque effectivement, alors je ne sais pas s'il fallait rappeler le nombre d'années véritablement, mais oui, ça fait un bon moment et c'est toujours avec plaisir que je reviens à Montréal, donc 22 ans après avoir parlé de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Et puis, merci de me donner la possibilité de revenir ici, de retrouver bon nombre voilà, d'amis, de têtes bienveillantes à mon égard. Et j'espère ne pas dire trop de bêtises sur cette comparaison que m'a proposé Vincent, RSE, RNE. Donc, responsabilité sociale des entreprises, responsabilité numérique des entreprises. Alors, peut-être des remerciements plus généraux aussi au CRDP qui m'accueille comme chercheur invité pendant cette quinzaine, la chaire Wilson évidemment. Et puis, je dois aussi remercier la région Centre-Val de Loire qui finance un projet qui s'appelle Ethics 3.0 qui est en train de se terminer et qui a permis que je vienne à plusieurs reprises à Montréal pour traiter de ces questions-là. Alors, ce sujet RSE, RNE, donc responsabilité sociale des entreprises, responsabilité numérique des entreprises, c'est un travail en cours qui a commencé il y a 2 ans avec Vincent, où on avait commencé à poser des bases lors d'un colloque qui s'appelait Gouvernance plus numérique. On avait déjà évoqué ces questions et on a continué à travailler. Alors, il y a eu d'autres urgences en attendant, et donc le projet avance malheureusement un petit peu trop
lentement, mais ça commence à prendre forme un petit peu plus spécialement. Et je suis contente de vous présenter ici un travail qui est un travail en cours, donc encore perfectible, et c'est pour ça que je demande évidemment votre haute bienveillance sur ces questions-là, et j'espère que vos différentes expériences ou champs de recherche vont permettre de nourrir tout ça. Alors peut-être pour commencer, des définitions, des premières définitions pour commencer à rentrer dans ce sujet pour ceux qui sont moins familiers avec ces deux acronymes, RSE, RNE. La RSE est un petit peu plus connue puisque c'est la responsabilité sociale des entreprises, donc la fameuse traduction de Corporate Social Responsibility, avec des termes qu'on peut préciser, notamment le terme de responsibility qu'on va traduire par responsabilité, mais avec toujours en tête cette idée qu'il ne s'agit pas de liability. On est donc dans la responsabilité au sens commun du terme et non pas au sens juridique du terme, même si on le verra, d'où je viens, donc de la France, le droit mou ne le reste jamais très très longtemps et il y a toujours ce passage dont on parle souvent avec Vincent, du mou au dur. Et donc tous ces outils qu'on a qui permettent de finalement intégrer finalement ces éléments qui relèvent de l'éthique vers du droit dur. Et donc évidemment, toute la question de la normativité est essentielle là-dedans. Alors une définition peut-être un petit peu plus précise, la responsabilité sociale des entreprises, c'est une des déclinaisons du développement durable pour les entreprises, avec les trois piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Et puis, cette idée que la RSE, c'est aussi un phénomène qui se veut une contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, et une définition qu'on a de la Commission européenne dès 2002, assez rapidement, comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes, donc les consommateurs, les voisins, les salariés aussi. Dans le cadre de la norme ISO, donc là on prend un niveau un petit peu plus international, on a la RSE définie comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable. Donc on retrouve des termes similaires avec une approche un petit peu différente de part et d'autre, et une évolution aussi, puisque c'est intéressant de voir que dans les travaux de l'Union européenne et en 2011, on a enlevé le terme de volontaire qui était prévu au départ. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus de comportement volontaire, tout simplement parce que le droit s'y durcit et donc a fait en sorte que il y a parfois des engagements qui sont des engagements obligatoires, avec maintenant une définition qui est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société, entendu au sens commun du terme. Donc, l'aspect volontaire disparaît, comme dans la norme ISO d'ailleurs. Alors, la RNE, elle, est peut-être un petit peu moins connue, responsabilité numérique des entreprises, qui est une notion qui apparaît, alors j'ai réussi à la dater à peu près à 2019, plutôt chez les gestionnaires, donc dans les sciences de gestion, on retrouve ce terme de Corporate Digital Responsibility, effectivement plutôt en Europe, pas forcément en France d'ailleurs, on le retrouve aux Pays-Bas, en Allemagne aussi, des chercheurs qui évoquent cette RNE à l'époque, comme pour les gestionnaires, c'est l'ensemble des valeurs et des normes partagées qui orientent les activités d'une organisation en matière de technologie numérique et de données. En France, on trouve une définition à partir de 2000. Il y a une organisation, une instance gouvernementale qui est liée à France Stratégie, qui s'appelle Plateforme RSE, qui a publié un rapport en 2000 justement sur la responsabilité numérique des entreprises. Et dans ce document, il y a une définition de la RNE qui est définie comme un déploiement nouveau et incontournable de la RSE, qui se fonde sur les mêmes principes de confiance et de redevabilité,
d'éthique et d'échange avec les parties prenantes des entreprises. La transversalité et l'omniprésence du numérique impliquent que la création de valeur qu'elle engendre soit comprise et partagée par tous au regard de ses enjeux démocratiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc, une prise de conscience à ce moment-là que, eh bien, il faut peut-être élargir cette RSE pour y intégrer des éléments particuliers au développement des technologies et du numérique en particulier. Donc, un mouvement qui s'est fait, beaucoup plus récent donc pour la RNE, Vincent parlait de néologisme, en tout cas un déploiement nouveau, avec relativement peu de travaux. J'ai eu la chance de travailler à la bibliothèque avec une bibliothécaire qui m'a aidé à faire des recherches dans les bases de données de l'Université de Montréal, et c'est vrai qu'on trouve finalement assez peu d'articles, pas d'articles juridiques d'ailleurs, quelques gestionnaires que l'on retrouve. Et ce sont des articles qui sont, j'allais dire, quasi uniquement en anglais, où cette notion pointe le bout de son nez, mais pas par des juristes. Donc c'est là encore comment le juriste va se saisir de ces questions liées aux sciences de gestion. Alors, si on se penche un petit peu plus sur le cadre, j'allais dire, juridique et normatif français et européen, les deux notions, RSE et RNE, des fois dans un cadre qui est parcellaire. Pour ce qui est de la RSE, il y a de nombreuses normes. J'ai cité tout à l'heure la norme ISO 26000. Il y a toute une série de textes internationaux non obligatoires. Et puis en France et en Europe, on a de véritables lois. Donc là, on passe de la norme à la loi. Des lois, notamment de 2001, la loi sur les nouvelles régulations économiques qui évoquait déjà un principe de reporting social et environnemental, avec des textes aussi en 2010-2017 qui ont repris ce reporting extra-financier, plus une directive de 2014 aussi sur le sujet. On a en 2017 une loi très importante qui est la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères du fait de leurs filiales, qui a donné lieu d'une certaine manière, qui a inspiré, enfin en tout cas les Français voudraient que ce soit la loi française qui les a inspirés, les Allemands disent que ce sont les Allemands qui ont inspiré la loi, mais bref, je ne vais pas rentrer dans la controverse, mais en tout cas une directive donc, sur le devoir de vigilance, qu'on appelle aussi CS3D, de 2024, qui est une directive importante, mais un retour en arrière un peu malheureux de 2026, donc la fameuse directive Omnibus, considérant que ça allait trop loin et que les entreprises seraient freinées dans leur développement si on leur imposait ce devoir de vigilance. Je ne suis pas certaine que ça soit véritablement le cas, mais en tout cas, on est revenu en arrière parce que le nombre d'entreprises concernées a largement diminué. Ce sont les très grandes entreprises qui sont concernées. On a retardé le calendrier d'application. On a aussi allégé les obligations, en l'occurrence, mais ce devoir de vigilance existe toujours et la loi française, en tout cas, n'a pas été modifiée sur ce point. Et donc là, on a vraiment des outils législatifs sur ces engagements RSE. Donc, on est là entre du mou et du dur, entre de la norme et de la loi. Alors, pour ce qui est de la RNE, on a deux règlements européens qui sont donc d'application immédiate dans les différents États de l'Union européenne et qui sont très marquants. Le règlement sur les données personnelles qui est entré en vigueur en mai 2018, et puis le règlement sur l'intelligence artificielle de 2024 qui entre en vigueur de façon assez progressive jusqu'en 2027, avec donc ce mouvement. Alors, il y a dans le normatif toute une série de textes dont je vous reparlerai, mais je suis à Montréal, donc je vais parler de la déclaration de Montréal quand même pour un développement responsable de l'IA qui date de 2018, donc qui est quand même assez récent, et même si on ne parle pas de responsabilité numérique des entreprises, en fait, l'idée est déjà dans ce cadre-là, d'autant que c'est un outil qui permet aux entreprises de s'y référer. Et donc, à mon sens, c'est un outil de RNE qui ne dit pas son nom, avec, alors on verra plutôt des principes que des engagements, mais en tout cas, à partir du moment où on y adhère, c'est malgré tout la marque d'un intérêt pour des principes éthiques en matière de numérique. Alors, l'objet de cette présentation d'aujourd'hui,
ça va être de vous proposer une analyse comparée entre la RSE et la RNE. Évidemment, la première est plus connue, plus documentée que la seconde, mais cette comparaison va permettre peut-être de mieux comprendre les contours de la responsabilité numérique des entreprises, puisqu'on en parle relativement peu. Je vais me concentrer dans cette présentation sur le droit français, mais on va avoir des développements comparés, puisque Vincent et moi allons devoir donner un texte pour un collectif le 20 août à Lydie Zanou et Maya Kacheko. Et donc, on va être obligé là, de travailler sérieusement sur la partie canadienne aussi, même si on a largement commencé cette recherche. Alors, pour ce qui est de la méthode de recherche, puisque la méthode, évidemment, est un élément important, je vous ai dit, il y a très peu de doctrines. Dans les systèmes civilisés, dans les systèmes de common law, on a effectivement un sujet qui est abondamment traité, qui est la RSE, largement traité par les gestionnaires, et je pense au Québec, au travail notamment de Corinne Gendron, qui a commencé très très tôt sur ces questions. En France, c'est venu un petit peu plus tard, avec François-Guy Trébulle, qui a organisé en 2010 un très gros colloque sur cette question-là, et ça a été le début des travaux des juristes en France sur cette question. Pendant longtemps, on a considéré que la RSE, c'était pas du droit, donc ça ne devait pas intéresser les juristes. C'était une vision très classique des choses. Et puis finalement, comme c'est devenu du droit dur, les gens ont quand même bien dû s'intéresser à cette question-là. La RNE, c'est donc un sujet très peu traité en droit, je vous l'ai dit, des choses chez les gestionnaires. En France, on trouve un article de Marina Teller sur la responsabilité numérique des entreprises, mais qui finalement évoque le sujet, mais le traite assez rapidement. C'est le format du collectif qui veut ça, mais elle a eu le mérite de poser quelques éléments. On trouve aussi quelques éléments dans une thèse de Maxime Lambrecht, mais qui est centrée sur le droit d'auteur et qui finalement, là encore, ne dit pas son nom, et on est plus dans une attitude de responsabilité individuelle dans le cadre du droit d'auteur plus que dans de la RNE. Mais l'idée générale pourrait se rapprocher de cette idée-là. Ce qui veut dire que on n'a pas grand-chose sur le sujet, et l'idée, c'était de ce fait-là d'aller voir ailleurs, d'étendre et de sortir un petit peu de la zone de confort. Alors, la deuxième étape, en termes de méthode, qui est en cours d'affinage, c'est une recherche empirique, c'est de la collecte de données sur le terrain, avec pour le moment une recherche qui a été faite notamment sur les sociétés du CAC 40 côté français, et de voir comment ces grandes entreprises se saisissent de la notion de RNE. Côté canadien, c'est les sociétés du TSX 60 qu'on peut aller voir. Et puis, il y a peut-être une troisième phase sur les sociétés qui ont une activité techno et qui ne sont pas forcément des sociétés cotées, ou en tout cas qui ne sont pas dans les grandes entreprises cotées, mais il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là aussi. Et la troisième étape qui est en cours aussi, c'est vraiment une approche normative. Montréal et Orléans, qui est mon université d'origine, travaillent ont des écoles de la norme, ne travaillent pas tout à fait de la même manière, et pas le même vocabulaire, pas exactement le même centre d'intérêt, mais malgré tout une même intention normative, une certaine attention au normatif, au pluralisme normatif, notamment ici, et à Orléans. Tous les travaux de Catherine Thibierge, qui sont repris maintenant par Cyril Sintès, sur la force normative, la densification normative, la garantie normative. La trilogie de Catherine Thibierge et Cyril Sintès est en train de compléter ces questions-là, avec notamment des questionnements sur la posture normative, comment l'agent réagit à la norme. Donc, je vous invite à lire les travaux pour ceux qui connaîtraient peut-être un petit peu moins. Alors, pour traiter ce sujet, au terme d'une introduction beaucoup trop longue, je voulais aborder les choses de deux manières, puisqu'on est sur une comparaison. C'est un petit peu un plan de dissertation de première année, mais ma foi, je pense qu'il va nous aider à dessiner les contours avec les ressemblances et les dissemblances entre la RSE et la RNE, voir ce que ces deux notions partagent, et voir là où elles peuvent effectivement se distinguer.
Alors, s'agissant des ressemblances d'abord, il me semble qu'il y a des ressemblances assez importantes s'agissant des sources et s'agissant aussi des outils et des méthodes. Euh, S'agissant des sources, les principes RSE sont déclinés de différentes manières. Il y a des déclarations d'intention, des codes d'éthique, des chartes. On met en avant aussi des labels, des normes internationales, avec souvent de simples déclarations de valeur, parfois de véritables engagements. Et parmi ces sources, les plus classiques, les plus populaires, on peut parler du pacte mondial de 2000, qui propose donc aux entreprises qui le souhaitent d'adhérer à 10 principes fondamentaux issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des principes fondamentaux aussi issus des textes de l'unité ou de la Déclaration de Rio sur l'environnement. Donc on est là dans un registre assez classique. On peut citer aussi les principes de l'OCDE à destination des entreprises dans leur version 2011 qui est très différente de la version de 1976, les normes, notamment la norme ISO 26000, qui est une norme assez différente des autres, puisque ce n'est pas une norme obligatoire, c'est une norme qui a un système qui n'est pas certifié, je parle devant un spécialiste des normes, qui n'est pas certifié, mais à laquelle on peut effectivement adhérer avec un système de labellisation qui est un petit peu particulier. Et puis, on a des labels, parmi les plus connus et les plus populaires du moment, c'est évidemment le label B Corp, qui est un label américain, mais qui se développe beaucoup en Europe et qui propose aux entreprises d'évaluer leur impact social et environnemental et de l'améliorer. Alors, évidemment, en moyennant le paiement de droits annuels pour obtenir la certification. Ça n'est pas complètement désintéressé. Alors, du côté de la RNE, on retrouve à peu près les mêmes types de normes finalement. On a beaucoup de normes, de déclarations qui émanent ou d'organisations internationales ou des déclarations intergouvernementales. On a évidemment donc des principes de l'OCDE en matière d'IA qui datent de 2019. On a un rapport de l'UNESCO qui s'appelle Gouverner l'IA au bénéfice de l'humanité en 2024. Avec un groupe de travail qui est un peu construit sur le même modèle que le GIEC. On a les principes du G20 en matière d'IA qui datent de 2019, une convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'IA et les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, ce qui montre bien les questions du moment, et puis toute une série de déclarations interministérielles. Quand on va un petit peu chercher sur Internet, on a une déclaration de Bletchley, on a une déclaration à Hiroshima, une déclaration à l'issue d'un sommet de Séoul en 2024. Enfin, vraiment, ils sont tous d'accord. Ce qui est intéressant quand on regarde toutes ces déclarations interministérielles, c'est que c'est toujours à peu près les 7-8 mêmes États qui sont partenaires et évidemment plutôt des États du Nord, plutôt industriels. Il y a évidemment la France et le Canada dans ces partenaires-là et certaines organisations internationales notent que les pays du Sud sont quand même assez sous-représentés et que c'est ce que dit notamment l'UNESCO, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de participation des pays du Sud à ces éléments-là. Alors, on a aussi des sources européennes dans le même ordre d'idées, mais qui sont souvent reprises de l'IA Act ou du RGPD. Donc là, il y a des liens malgré tout avec du droit dur. On a une norme ISO 42001. On a des sources qui émanent d'entreprises, on a des chartes, on a cette fameuse déclaration de Montréal, on a des labels, notamment un label pour l'innovation responsable que l'on retrouve également en France plus spécialement. Et pour ce qui est des sources qui émanent des entreprises, pour tout ce qui est charte, il y a l'exemple de Thales, qui est peut-être l'entreprise qui est la charte la plus aboutie en matière de nouvelles technologies et spécialement en matière d'IA. Donc, ce qui est assez notable, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on le voit dans les sources, c'est à peu près la même architecture des sources, à peu près la même construction des sources à l'international, au niveau des entreprises, et puis des textes de loi malgré tout aussi en Europe sur ces questions.
Alors, on a aussi des outils et des méthodes qui me semblent assez similaires, même si elles ne sont pas identiques, puisque pour mettre en œuvre ces deux responsabilités, ces deux responsibilities, on a des outils, des méthodes qui montrent des points de convergence. Euh, on peut retrouver dans les rapports annuels des sociétés en France, mais aussi dans les rapports ESG au Canada, on retrouve des termes de reliability, d'accountability, de transparence, de conformité, de compliance, avec des termes qui sont donc plus des termes de juristes, de gestionnaires que de juristes, là encore. Et notamment, on retrouve de façon générale la question de l'approche. Est-ce que c'est une approche par les risques ou une approche par les valeurs? Donc là encore, c'est vraiment une façon très gestionnaire de voir les choses et pas très juridique. Et d'un point de vue normatif, ce vocabulaire mérite, à mon avis, qu'on s'y attarde pour deux raisons. La première, c'est ce petit débat responsibility versus liability, qui évidemment est intéressant, qu'on a, nous, de façon très marquée en droit français, pour ce qui est de la RSE, puisque il y a eu, on l'a dit, un passage du mou au dur. Donc, si j'utilise mon vocabulaire orléanais, il y a eu de la densification normative, de la garantie normative, donc avec ce passage-là. Un passage qui s'est fait notamment par la jurisprudence, et notamment l'arrêt Erika, qui a été un arrêt très important, puisque Total, qui avait un engagement RSE de faire attention, de vérifier les navires qui partaient pour vérifier que ce n'étaient pas des cargos en mauvais état, eh bien, avait pris l'engagement de vérifier, il n'est pas obligé de le faire, c'est un engagement volontaire, il s'est engagé à le faire, il ne l'a pas fait, il y a eu un dommage, donc on a trouvé tous les éléments de la responsabilité à ce moment-là, et donc il y a eu véritablement un manquement, et donc qui dit manquement, bah, dit obligation de réparer. Donc, on avait déjà cet outil-là. On a aussi du droit spécial qui permet de densifier la responsabilité et la faire passer à une responsabilité civile dans le droit financier, dans le droit de la consommation. Je vais passer sur les détails, mais notamment par tout ce qui est information trompeuse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis une entreprise et que je dis que je m'attache à telle ou telle norme, ou à telle ou telle déclaration ou à tel ou tel principe, si je ne le fais pas, ça veut dire que je trompe le consommateur ou je trompe l'épargnant. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir des sanctions qui vont jusqu'à des sanctions pénales, même si elles sont peu mises en œuvre. Mais en tout cas, il peut y avoir des sanctions pénales. Donc ça, on le retrouve de façon assez marquée pour la RSE. Et on peut se dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas appliquer les mêmes outils à la RNE et donc arriver à densifier les engagements. L'autre approche c'est celle normative, c'est approche par les risques versus approche par les valeurs. Là, je l'ai dit, on est dans une approche gestionnaire des entreprises, on regarde les engagements qui sont pris. Et on voit une tension entre ces deux approches. L'approche par les valeurs semble a priori plus vertueuse. Elle vise à atteindre ce qui est bien pour l'entreprise et pour son environnement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça semble très vertueux. En même temps, parfois, ce sont des vœux pieux, mais il n'y a pas forcément d'action derrière. Et l'approche par les risques, elle tend à instrumentaliser la responsabilité. Et donc, pour certains, ce serait une façon, en réalité, d'aller vers une maximisation du profit, mais de manière déguisée, sous couvert de cette approche par le risque. Alors, la RSE, par rapport à ces deux approches, la RSE a vraiment commencé par une approche par les valeurs, avec la conscience de l'entreprise, de ses obligations à l'égard de la société, sachant que au-delà de toute menace ou de tout risque, il fallait prendre ces engagements. Ceci dit, à partir des années 2000, dans un certain nombre de textes, on voit que la gestion des risques est quand même arrivée
dans les différents outils de RSE, et si on prend par exemple le Global Reporting Initiative de 2000, là on voit qu'il y a une notion de matérialité qui rentre et on commence à envisager là une approche par les risques. Donc on a cette approche qui se dessine, qu'on retrouve aujourd'hui dans le reporting extra-financier au niveau européen, à travers toute une série de normes où finalement dans le cadre et également dans le cadre de la finance durable, où les agences de notation ESG se concentrent sur les risques non financiers, donc les risques climatiques, les risques sociaux, les risques de gouvernance. Et donc finalement, on a commencé par des valeurs, mais on finit par une gestion des risques. Alors, je dis on finit, en réalité, c'est un équilibre entre les deux approches, mais un mouvement croisé qui s'est fait. Pour la RNE, on a un croisement aussi, mais peut-être un croisement inverse. C'est-à-dire que là, on a commencé par une approche par les risques. Il suffit de lire le règlement européen sur les données ou celui sur l'IA. On est vraiment dans une approche par les risques, qu'il s'agisse de la sécurité des données, des biais algorithmiques, de la protection des enfants. En fait, tout est envisagé sous l'angle des risques à gérer. Et on a une appréhension par ce spectre-là, en tout cas pour beaucoup d'entreprises. Donc, on est plutôt sur une approche par les risques, donc peut-être moins vertueuse, mais beaucoup plus pragmatique. Mais il y a un certain nombre d'entreprises, et je parlais tout à l'heure de Thales en France, mais il doit y en avoir d'autres, que je continue à faire les recherches côté français, mais on a des entreprises qui aujourd'hui formulent des principes éthiques et des engagements. Alors, je parlais de Thales, mais il semblerait que, je pourrais encore vérifier ça, Orange ou Michelin aussi auraient cette volonté de passer à une approche par les valeurs. Et puis, on a aussi un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas nécessairement cotées, mais qui ont adhéré à la déclaration de Montréal et qui, elles aussi, sont dans cette logique d'approche par les valeurs. Donc, on est parti par une approche par le risque, il y a une approche par les valeurs. Donc là encore, il y a un croisement et un équilibre qui se fait entreprise par entreprise. Alors, il va falloir peut-être vérifier que ça se passe, comment ça se passe de façon plus fine, notamment par rapport à l'objet des sociétés concernées. Est-ce que ce sont des sociétés qui sont plus dans la techno que d'autres? Est-ce que c'est véritablement leur cœur de métier ou est-ce que c'est quelque chose d'accessoire? Peut-être qu'il y a là aussi quelque chose qui peut expliquer les différences entre les deux. Alors, pour ce qui est des différences, et je vais accélérer un petit peu, il y a évidemment un certain nombre de différences entre la RSE et la RNE, en tout cas à ce jour. D'abord, la première différence qu'on peut reconnaître, c'est une plus grande disparité des valeurs et des principes. Aujourd'hui, pour la RSE, les choses sont relativement bien cernées. On a l'ISO 26000 avec les 7 questions centrales de la norme. La gouvernance, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les consommateurs et les communautés de développement local. Donc, on a ces questions qui sont centrales et qui sont finalement assez clairement développées et qui composent l'éthique en quelque sorte des entreprises. La question, quand on regarde ces principes RSE, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a jamais de numérique. Et donc la question, c'est est-ce que finalement le numérique doit être intégré dans les différentes questions centrales ou est-ce qu'il faut considérer le numérique à part entière? C'est la question qu'on posait tout à l'heure. Est-ce que la RNE n'est jamais qu'une excroissance de la RSE? Est-ce qu'il y a une intégration et qu'à un moment donné, on parlera plus que de la responsabilité sociale des entreprises avec peut-être une question centrale supplémentaire qui est le numérique, des questions qui ne sont pas encore tranchées. Mais si on regarde un petit peu plus précisément, il y a plus de disparités dans les valeurs et les principes pour la RNE. Il y a finalement 3 grands domaines que l'on retrouve à peu près dans tous les textes qui s'intéressent à cette question. Évidemment, le premier domaine, c'est celui qui touche l'IA. Une IA responsable, une IA transparente, une IA explicable, une IA qui met l'humain au cœur de l'IA. Ça, c'est vraiment, voilà, on retrouve les mots partout, mais sans grande consistance.
Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est quoi mettre l'humain au cœur de l'IA et quels sont les engagements qui mettraient ça en avant, qu'on pourrait voir traduit. Il y a une deuxième touche sur la protection des données qu'on retrouve à peu près partout, c'est-à-dire qu'il y a un retour en force des données, peut-être aussi du fait de l'IA. Alors, ça peut être des données individuelles, notamment celles des clients, mais c'est aussi beaucoup les données industrielles et donc les données de l'entreprise. Et on voit que les entreprises sont très préoccupées par leurs propres données. Et donc là aussi, on est toujours dans cette idée des risques. C'est bien des vertueux, mais c'est aussi leurs données, et donc ils ont un intérêt direct à ce que leurs données soient protégées. Et puis, il y a un troisième grand domaine qu'on retrouve à peu près dans tous les textes que j'ai mentionnés, c'est la cybersécurité, sans que celle-ci soit d'ailleurs véritablement définie ou précisée, ce qui est un petit peu dommage là aussi. Alors, plus rarement, on trouve d'autres domaines qui sont mis en exergue, la sobriété numérique, qui est intéressante dans son rapport à l'environnement, la souveraineté numérique, une grande question du moment. Parfois avec un peu de précision, comme des stockages de données, des centres de calcul qui sont localisés ou en Europe pour les pays européens ou dans le pays pour certains, et puis des modèles peut-être parfois ouverts. On parle aussi parfois de protection de certaines catégories, de certaines communautés, protection notamment des enfants. On parle d'inclusion, de non-discrimination, de lutte contre les biais algorithmiques. Les salariés, on en parle très peu d'ailleurs. C'est une question qu'il faudra se poser. Mais quand on parle des salariés, c'est juste pour dire bah, on va former nos salariés pour qu'ils ne soient pas complètement largués par rapport à l'IA. Donc c'est peut-être ça aussi, remettre l'humain au centre de l'IA, je ne sais pas. Et puis des questions d'accessibilité, là aussi, où bah, finalement on n'a pas beaucoup de définitions. Ce terme arrive souvent, mais sans véritablement de définition. Donc voilà des plus grande disparité de valeurs, de principes, et vraiment une méthode du pick and choose qui est vraiment assez intéressante. C'est voilà, chaque entreprise va prendre ce qui l'intéresse par rapport à son domaine, à son activité. Et puis la dernière chose, une autre différence, mais qui peut-être là aussi est amenée à disparaître, c'est que les engagements sont beaucoup plus flous, beaucoup plus mous. On a souvent discuté avec Vincent des 50 nuances de la norme. Ben, on les retrouve ici de façon assez évidente, mais entre la valeur, le principe et l'engagement, je synthétise mes 50 nuances en trois grandes catégories. Je dirais qu'on est beaucoup plus ici dans les valeurs et les principes que dans les engagements pour ce qui est de la RNE. Alors, peut-être on peut se demander pourquoi les engagements sont plus flous. Est-ce que les entreprises, et notamment les directions juridiques des entreprises, ont intégré qu'il y avait des outils de durcissement de la norme et donc de mise en cause de leurs responsabilités si elles étaient un petit peu trop dans l'engagement? C'est ce qu'on peut se poser. Et puis, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, malgré ces engagements flous, est-ce qu'il peut y avoir là aussi un mouvement de durcissement de la norme pour la RNE? Et à mon sens, je pense que ça peut effectivement arriver. Il peut y avoir une convergence dans les modes de régulation, notamment par l'utilisation de la compliance ou de la conformité avec des phases qui sont au départ des phases, on va dire, plus douces, où l'entreprise choisit ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va mettre en avant, sa cartographie des risques et les engagements qu'elle veut prendre pour améliorer la situation. Mais finalement, à partir du moment où on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, il y a derrière potentiellement de la responsabilité, même si là encore, la directive Omnibus fait qu'on va peut-être avoir un petit retour en arrière de façon générale sur ces politiques de compliance. Donc voilà en 35 minutes ce que je pouvais évoquer de cette recherche en cours qui va, donc vous l'avez compris, hein, d'ici 2 mois, se transformer et se durcir en un véritable article qu'on va pouvoir vous présenter et vous faire lire. Je vous remercie de votre attention. Proposition. Très bien. Donc, d'abord, je voulais te remercier, Vincent, de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Moi, je suis heureux d'être avec des spécialistes de gouvernance d'entreprise. Bonjour, bonjour Julie. Parce que je suis à la recherche d'un dialogue avec les spécialistes de gouvernance d'entreprise. Vous allez voir pourquoi. Là,
pour les questions sur lesquelles je travaille pour l'instant. Donc, mon point de départ pour ces remarques, c'est que effectivement, l'IA donne un nouvel élan à la discussion sur la RSA, puis ça la sort un petit peu, disons, du ronron de la conformité, puis certains diront un peu de la performativité. Euh, Deux choses qui me poussent à dire ça. La première chose, c'est ce qu'on observe maintenant. On est au moment où l'IA est en train de descendre dans les différents secteurs de l'économie. Les entreprises sont là. Et les entreprises, je vais en parler dans quelques minutes, doivent prendre des décisions sur la manière dont l'IA est introduite dans leurs opérations maintenant. Et pour les raisons que je vais expliquer, ça devient des questions de gouvernance d'entreprise. La deuxième chose dont je vais parler aussi, pourquoi, c'est que pour un autre jeu, un petit jeu, mais un jeu important de l'entreprise, c'est l'ensemble des entreprises qui sont actives comme développeurs d'IA. Il y a le défi, à mon avis, le défi principal en matière de gouvernance de l'IA pour les entreprises qui développent de l'IA, c'est pas d'avoir une réglementation parfaite, d'avoir des beaux textes, c'est d'amener ces entreprises-là vers une autoréflexivité en matière de dimension, ce qu'on appelle socio-technique. Donc, c'est aussi une question de gouvernance d'entreprise, je crois. Il faut changer. Autoréglementation. C'est pas nécessairement une autoréglementation, ça va devenir une co-réglementation, mais il doit y avoir de la réflexivité, puis il n'y en a pas. Ça va être la deuxième raison pour laquelle la gouvernance devient importante. Donc, trois choses. Premièrement, je veux parler de la gouvernance d'entreprise et l'IA au Québec maintenant, mais je n'ai pas un propos très scientifique. Je vais vous rapporter le résultat d'entretien qu'on a eu au sein d'Ivado dans le cadre du projet de recherche que je fais sur les bacs à sable réglementaires en matière d'IA. Donc, on parle à plusieurs entreprises pour comprendre où est-ce qu'elles en sont. Et je participe aussi au groupe, à la communauté de pratique d'Ivado avec des partenaires industriels. Donc, on discute de ces questions-là. Comme je vous le disais, c'est ça à quoi les entreprises font face maintenant. Donc, j'ai un petit rapport empirique. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu là-dessus les derniers mois? La première chose qui ressort, puis je pense que c'est la même chose en France, donc les entreprises se plaignent, en fait, plus ici qu'en Europe, d'un manque de direction de l'extérieur. Donc, au Canada, on n'a pas de loi cadre sur l'IA, c'est mort au feuilleton déjà il y a un bon moment. Il n'y a pas énormément de droits mous même. Donc, les entreprises se disent, ben, justement, on développe des processus internes. Donc, d'où mon premier point. Pour la plupart des entreprises, l'IA est une question de gouvernance importante parce qu'elles sont laissées un peu à elles-mêmes. Donc, regarde vers les normes ISO, évidemment. Les entreprises me disent, oui, on parle au MCN à Québec pour s'assurer pour les grandes entreprises québécoises qu'on ne fera pas de choses qui vont attirer un regard critique de la part du gouvernement. Mais les entreprises disent, bon, ben, finalement, on doit faire nous-mêmes le travail. Quelques entreprises ont dit, bon, on regarde le règlement IA, on s'assure d'être plus ou moins en conformité avec le règlement IA en se disant que ça ne peut pas être pire. Je veux dire, tout le monde dit que c'est déjà un règlement qui est assez strict. Donc, si on est en conformité, ben, tout ce qui peut arriver au Canada ne sera jamais plus strict que le règlement IA. C'est une position très prudente. Mais ce que ça donne aussi, ce qu'on entend, c'est que moi, je parle avec des gens qui sont du côté juridique, mais aussi du côté opérationnel. Et les opérationnels disent, ça bloque. On ne peut pas avancer. On fait du surplace parce que le juridique freine. Une des conséquences du manque de direction pour l'instant, c'est que les freins, tous les juristes freinent en disant non, non, c'est pas le moment de mettre ça en place ou de sortir tout ça. Et on rapporte qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont au stade du développement. Donc, il y a des entreprises qui ont des produits presque prêts à sortir sur le marché, mais qui attendent parce qu'ils ne sont pas sûrs du cadre juridique puis des risques. Ou des grandes entreprises qui ont des projets à l'interne, c'est prêt, le pilote est prêt, le proof of concept est prêt, mais ça ne sort pas. C'est intéressant aussi, je vais me permettre une petite pointe à l'égard du fédéral, donc la nouvelle stratégie de l'IA de la semaine dernière qui nous dit qu'il faut que l'IA soit répandue, on veut que 60% des entreprises l'utilisent. Quels sont les moyens? Ben, on va mettre de l'argent sur la table, mais il y a un aspect normatif là, assez évident. Je pense que le manque de direction au Canada empêche la diffusion en partie. Le déploiement qu'on observe pour l'instant, c'est comme on observe partout ailleurs, c'est surtout en périphérie. Donc, oui, les employés peuvent utiliser l'IA pour faire leur courriel.
ou en interne, donc des solutions de back-office, des solutions d'organisation interne, mais j'ai entendu de plusieurs entreprises, il est hors de question que l'IA s'en aille dans les fonctions essentielles de l'entreprise pour l'instant. Donc, c'est garder, il y a une attitude très prudente. Et les équipes de gouvernance de l'IA dans les entreprises sont étonnamment petites et les gens le savent et se trouvent peu nombreux face à l'ampleur de la tâche. On parle de 2, 3, 4 personnes là, pour des entreprises majeures au Québec. Là. Donc, c'est tout petit. Comment on procède? Donc, on nous a parlé, beaucoup d'entreprises font des processus de consultation, donc appellent leurs intervenants, leurs clients, leurs consommateurs, leurs fournisseurs, à moindre titre les autorités publiques. On va consulter avec les parties prenantes en disant, bon, si on met cette solution-là en place, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ainsi de suite. Encore une fois, parce qu'on se dit c'est la meilleure chose à faire dans la mesure où on n'est pas dans un. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans des secteurs réglementés, donc il n'y a pas d'autorité qui doit donner la permission, mais on est conscient qu'il y a des risques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les parties prenantes, puis s'assurer que toutes les personnes qui vont être en contact de près ou de loin avec ces solutions-là sont d'accord. Puis je trouve que ça a été bien conçu. Il y a une forte conscience des enjeux de protection des données, comme Géraldine le mentionnait. Et aussi, ce n'est pas seulement les données personnelles, c'est les données de l'entreprise également. Et ce que je vois, moi, la discussion sur la souveraineté numérique, elle est en train de filtrer très, très clairement dans le commercial. Puis l'enjeu de souveraineté numérique, c'est aussi un enjeu commercial, dans le sens que ce n'est pas seulement des données précieuses pour le pays, souvent c'est des données essentielles pour l'entreprise, puis il y a un intérêt à les garder à un endroit où on a un certain contrôle. Un point intéressant un petit peu à côté, j'ai voulu tester l'argument, donc, si la souveraineté numérique puis la préservation de la sécurité des données est importante, il y a des solutions locales, pourquoi pas les utiliser? Mes collègues ici à l'Université de Montréal me disent que c'est 90-95% du niveau de performance de ce que les fournisseurs américains offrent. La réponse qu'on m'a donnée dans l'industrie, c'est Pierre, tes collègues sont à côté de la plaque. Le niveau de performance des solutions locales est à 70% dans le meilleur des cas. Donc, les entreprises sont dans une position où il y a un choix très clair. Si je veux garder les données sous mon contrôle, je dois accepter une perte de performance importante. Puis moi, ça me mène, c'est une direction de recherche là, à dire que la politique pour un pays comme le Canada, puis je pense pour l'Union européenne aussi, ça devrait être de pousser pour que l'IA cesse d'être complètement obnubilée par l'IA, puis pousser pour que l'IA devienne un commodity, j'oublie toujours la traduction française, là, au même titre que l'électricité, l'accès à Internet, et ainsi de suite. Là. Je pense que c'est ce qui est mieux pour l'industrie lorsqu'on n'a pas un grand secteur d'entreprise d'IA. Puis pour l'IA en tant que tel, donc ce que j'ai entendu parler, c'est une approche de gestion de risque, effectivement. On fait des études d'impact, des suivis, des mécanismes de gestion des incidents, puis toutes sortes de trucs du red teaming, des hackathons. Donc, toutes ces choses-là, j'ai entendu des formations pour les employés aussi. Donc, c'était mon petit rapport sur le terrain, la première partie de mes remarques. Deuxième partie, donc pourquoi la gouvernance des entreprises d'IA, le petit ensemble de développeurs, pourquoi c'est important? Ce sont des entreprises surtout américaines. Moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus l'an dernier, il y a 2 ans. Donc, mon argument, c'est toujours qu'il y a un choix à faire lorsqu'il y a des secteurs qui sont fortement innovateurs dans l'approche de l'interface entre la réglementation sociale, donc la protection contre les préjudices, la gestion des risques et l'innovation. Il y a 2 grands modèles. Il y a le modèle plus protecteur, qui est le modèle typiquement de l'industrie pharmaceutique, et le modèle plus permissif, qui est le modèle par défaut, qui est le modèle aussi évidemment du numérique en général. Et bon, ça pourrait faire un séminaire en tant que tel. En général, pour l'IA, le modèle protecteur est trop strict. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort à moins qu'une autorité gouvernementale le dise que c'est correct, ça ne fonctionne pas. Puis le modèle permissif est trop risqué. Je veux dire, on s'est rendu compte que le numérique, là, depuis les années 2010, là, le niveau de risque est beaucoup plus grand, puis on le voit avec l'IA, on le voyait avec les réseaux sociaux. Donc, ça prend une voie mitoyenne entre les deux. Et ça m'amène vers le modèle d'innovation responsable. Là. Pas de surprise, on retrouve les choses bien connues. Donc, l'idée, c'est justement de sortir, parce que le modèle permissif et le modèle protecteur sont des modèles où l'entreprise fait
son innovation, puis ensuite, dans le modèle protecteur, il y a une autorité qui va dire si c'est bon ou non. Dans le modèle permissif, ben, ça sort, puis on va finir par savoir si c'est bon ou non à travers la performance sur le marché, puis les incidents subséquents. Le modèle d'innovation responsable, c'est de dire non, on internalise la réflexion au moment où l'entreprise développe puis prépare ses produits. Donc, il faut amener les entreprises à se comporter, c'est pour moi le grand défi, là, les entreprises qui développent de l'IA, à se comporter comme ce que j'appellerais les entreprises lambda, l'entreprise typique qui pense euh, à aux conséquences de ces produits pour la société, pour l'économie. Je discutais avec des gens qui sont dans la robotique, puis ils m'ont dit, mais on ne mettra jamais un modèle d'IA en charge du fonctionnement d'un robot qui a une interaction avec son environnement. C'est pas suffisamment sécuritaire. Puis on voit que la culture d'entreprise est axée vers la sécurité. On se pose des questions sur l'impact du produit. Puis je me disais, bon, si seulement les entreprises d'IA pouvaient être comme des entreprises de robotique, les gens m'ont dit, ouais, ben, c'est la différence entre un ingénieur qui fait du physique puis un ingénieur informaticien ou un informaticien pas du tout ingénieur. Donc, c'est vraiment le grand défi. On entend souvent dire que ça a un impact négatif sur l'innovation, on en parlait plus tôt aujourd'hui. Pour moi, c'est à prendre avec un grain de sel. Je veux dire, si une innovation mène à des conséquences néfastes pour la société, ben, c'est l'innovation qu'on ne veut pas avoir. Donc, si en mettant plus de pression sur les entreprises, on élimine des innovations qui ne seraient peut-être pas bonnes pour la société, je pense qu'il n'y a pas de quoi redire. Maintenant, est-ce que ça fonctionne, tout ça? Pas trop jusqu'ici. Donc, la voie réglementaire par Common and Control, donc des beaux textes réglementaires où on dit tout simplement que les entreprises doivent se conformer, ça ne fonctionne pas, pour être très poli. Ce qu'on voit comme un principal contre-modèle, je dirais, c'est le règlement IA européen, qui est un règlement qui est fortement axé sur la conformité. Je veux dire, on lit toutes sortes de choses sur le règlement IA, que c'est une intervention monstre, puis bon, c'est une régulation opprimante. C'est un règlement basé sur le modèle européen de conformité. Les entreprises doivent vérifier que leurs produits sont conformes à certains standards, puis pouvoir prouver qu'elles ont fait leur devoir. Ensuite, le produit sort, puis on ne pose pas plus de questions. Ça, ça promet, mais ça accroche évidemment parce que les développeurs d'IA n'aiment pas ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui leur impose une contrainte quelconque. Ça avance très lentement. Donc, on a vu avec le règlement Omnibus, l'Union européenne a retardé l'entrée en vigueur ou va retarder l'entrée en vigueur du règlement IA dans plusieurs coins, en partie parce que aussi les standards ne sont pas encore prêts, ne sont pas à l'heure. Il reste une troisième voie dont on discutait ce matin à l'examen de synthèse, c'est la responsabilité civile. Puis d'après moi, c'est complètement sous-exploité pour l'instant. Donc, on a des entreprises qui développent l'IA qui sont essentiellement, qui ont été conditionnées à évoluer dans un environnement où il y a zéro risque de responsabilité civile, à moins d'être malicieux, à moins d'aller dans la mauvaise foi puis l'intention malicieuse, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour autant qu'on n'est pas malicieux, il n'y aura pas de difficulté, ce qui est un standard extrêmement généreux. Ce n'est pas du tout comme ça que le reste de l'économie fonctionne. Et je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Et c'est lié, bien sûr, avec le dispositif de surveillance post-mise en marché. Donc, je vais y venir dans 2 minutes. Ça m'amène à mon troisième et dernier point, qui est le lien entre les deux niveaux. Donc, la gouvernance d'entreprise et la gouvernance des entreprises qui développent l'IA. Donc, les développeurs et les déployeurs, pour utiliser la terminologie du règlement IA européen. Donc, il y a une bataille en cours sur la responsabilité et la redevabilité pour l'IA entre les deux catégories d'entreprises. Donc, les développeurs d'IA, les OpenAI, Anthropic, Google de ce monde qui disent, bon, ben voilà, on vous vend notre produit, mais il y a quand même certaines conditions, certaines limites. Comme vous comprenez, donc les développeurs veulent avoir typiquement le moins de contraintes possible, le moins de responsabilités possible, mais autant de capture de valeur ajoutée que possible. Comme c'est un marché qui est très concentré, ils ont un pouvoir énorme. Les déployeurs, évidemment, veulent être dans une meilleure situation. Puis il y a d'après moi, trois champs de bataille. Donc, la conformité, qui est responsable pour le travail qui doit être fait en amont pour amener le produit en conformité.
La surveillance après la mise en marché, donc qui est responsable pour les incidents qui vont inévitablement arriver, et la responsabilité civile à la fin qui paie les pots cassés. Et pour moi, c'est très important que les deux niveaux soient considérés conjointement. Et ça a été d'ailleurs un problème lors de l'élaboration du règlement IA. Le règlement IA, dans sa première version, présumait une intégration verticale. Et c'est lorsqu'on a vu les modèles d'IA arriver qui pouvaient servir à toutes les sauces, donc qui promettaient qu'il allait y avoir une séparation entre le développeur et le déployeur, c'est là que le règlement a commencé à prendre l'eau. On l'a corrigé, mais ça n'a pas été fait de manière très réfléchie, ça a été fait à toute vitesse. Donc, ce qui se passe, c'est que les développeurs ont souvent plus de ressources, puis souvent plus d'informations. OpenAI, Anthropic savent très bien comment notre produit fonctionne. Enfin, dans la mesure où quelqu'un sait comment le produit fonctionne, c'est eux. Euh, ils ont plus d'informations, par contre, et ils ont plus de ressources. C'est des capitalisations boursières gigantesques. Mais c'est vrai que les déployeurs sont plus près des risques, ils sont plus près de leur réalisation. C'est pas complètement faux. Il y a des enjeux réglementaires. Donc, le règlement Omnibus, tout le monde le décrit, mais il y a quand même un élément, je pense, qui est bon, c'est la sectoralisation qui est faite. Parce que je pense que dans la bataille entre les développeurs et les déployeurs, d'avoir un règlement IA qui est plus sectoralisé dans son application, disons que ça donne, si on peut dire, l'avantage du terrain aux déployeurs, parce qu'ils vont être avec leurs autorités, leur cadre réglementaire, puis c'est le fournisseur d'IA qui arrive de l'extérieur, alors que d'avoir une réglementation IA horizontale qui va être maîtrisée seulement par les fournisseurs d'IA, c'est les seuls qui vont avoir les ressources pour s'y plier, leur donne un avantage. Donc, ça, je pense que c'est un bon effet du règlement Omnibus. Mais ce qu'on veut à tout prix éviter pour moi, c'est des situations où on va avoir simplement du finger pointing. Donc, le développeur va dire c'est le déployeur va dire non, c'est le développeur. Bon, ça, je pense que en toute franchise, c'est excellent pour les avocats, mais point, c'est tout. La société va souffrir de tout ça. Donc, pour la conformité, je pense qu'on est encore très influencé par la discussion au stade de la conformité. Pour la conformité, c'est utile de savoir qui a quel rôle, qui est responsable de faire telle démarche, de remplir tel formulaire, d'assurer la conformité. Mais lorsqu'on arrive à, par exemple, la surveillance post-mise en marché, là, au contraire, il y a un problème, il y a un incident, il y a un préjudice qui est en train de se faire parce que le système ne fonctionne pas. Là, le plus important, c'est que tout le monde travaille ensemble puis qu'on résout ça le plus rapidement possible. Et lorsqu'on arrive au stade de la responsabilité, bien là, à nouveau, chacun a intérêt à pointer l'autre, mais je crois que là, par contre, ça n'a aucune valeur sociale, l'exercice de division puis de passage du blâme. Donc, la question qui est intéressante, c'est est-ce que les mesures de RSA et de RNE au niveau des déployeurs pourraient être utiles pour faire bouger les développeurs dans ce contexte de tractation? Comme je vous ai dit, ça ne fonctionne pas très bien avec le Command and Control. La conformité au niveau des déployeurs, ça avance pas très bien. La responsabilité, on pourrait faire quelque chose, mais il n'y a rien. Est-ce que peut-être on pourrait utiliser les déployeurs comme levier pour forcer les développeurs à réfléchir un peu plus? C'est la question que je laisse. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est possible, mais je pense que c'est jouable. Ça pourrait être, en tout cas, une considération dans la discussion. Donc, ce n'est pas juste une question de savoir quel est le bon niveau de RNE imposé aux déployeurs, mais comment est-ce qu'on peut imposer la RNE aux déployeurs de manière intelligente, de sorte à ce qu'ils peuvent mettre la pression sur les développeurs pour que les développeurs, eux aussi, euh, commencent à s'intéresser à ces questions-là dans leur propre gouvernance. Donc, je vais arrêter ici. Merci. Alors, il nous reste une petite trentaine de minutes. Par tradition, c'est toujours moi qui lance le bal, prérogative du président. J'aime beaucoup ton constat, Pierre, sur le fait, est-ce que ça fonctionne pas très bien? Et peut-être moi, mon élément de déception, encore une fois, moi qui ciblais sur le dictionnaire, c'est combien on a encore du mal à définir. Parce qu'en fait, vous êtes passé du RNE à la RSE, à la conformité, à l'IA responsable, à l'innovation responsable, aux questions des labels.
autant de terminologie qui pourrait correspondre en fait et qu'on trouve dans les lois comme étant des solutions possibles pour tenter d'insuffler des directions, pour tenter de diriger. Mais après vous avoir écouté, je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on ait collectivement, encore une fois, des définitions très, très bien, très claires pour identifier les distinctions entre tous ces termes. Tu as évoqué le bac à sable réglementaire, ça c'est une autre patente, là, comme on dit au Québec, Oui. qui... Alors, ce qui est intéressant, c'est que en droit, la seule référence au droit mou qu'on a dans le Code civil, c'est l'usage. Et puis, il y a des auteurs, en 1910, Escara notamment, qui disaient il y a autant de définitions d'usage que d'auteurs. Et on reproduit ça, si ce n'est que maintenant, on multiplie les termes avec ces termes-là. C'est plus, je ne sais pas si c'est un commentaire, question, mais sur ce constat un peu chagrin du fait qu'on travaille sur ces interstices, en fait, entre matières, entre domaines, ça forme de nouvelles régulations, mais on est, puis ça, je suis totalement d'accord, une phase qui m'apparaît très adolescente, en fait. Même la conformité en dictionnaire, il y a Amici Vanira Bona qui a fait une très bonne définition de la conformité, mais il chevauche le papier de Charles-Étienne Daniel de l'Université de Sherbrooke qui parle de l'IA responsable. Il y a des implications. Ou de Yvan Tchoutchourian qui parle d'éthique organisationnelle. C'est, on utilise des termes différemment, les termes sont utilisés différemment dans les lois, mais en bout de ligne, on se chevauche et on a du mal, encore une fois, pour nous, les juristes, les champions de la définition et la distinction et des critères d'identification, on n'y retrouve pas ces petits, me semble-t-il. Alors, il y a des problèmes de définition, ça c'est certain, mais bon, on est en train d'avoir un dictionnaire qui se construit, donc les choses de ce côté-là, je trouve, Tout va être plus clair. tout va être plus clair grâce à ça. Mais je pense que la difficulté aussi, c'est que c'est un petit peu comme une sorte de boîte de mécano. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque chacun invente sa façon d'aborder les choses, crée sa propre norme et finalement utilise les outils ou voilà, les éléments de sa boîte de mécano qui l'intéressent pour arriver là où il veut. Et donc, c'est cette combinaison des outils normatifs qui aussi amène de la difficulté parce que, comme tu dis, c'est adolescent, ça prend dans tous les sens, c'est pas structuré et voilà, chacun choisit ce qu'il veut, fait des combinaisons. Et je trouve que c'est ces combinaisons qui sont difficiles à envisager et il faut essayer de. C'est comme une grosse pelote de laine un peu emmêlée, il faut arriver à démêler les fils de ces différents outils normatifs qui se mélangent. Ça, je trouve que c'est une des difficultés quand on regarde effectivement toutes ces sources parce que toutes ces sources coexistent en fait. C'est parce qu'il y a des principes qu'il y a de la conformité, mais qui construit des principes, qui valide des principes. Et donc, il y a des principes, mais qui s'assure que je les respecte vraiment quand je dis que je m'y suis engagée. C'est une entreprise de notation qui utilise un label. Et donc, en fait, il y a des croisements et il y a des multicouches d'outils normatifs qui, à mon avis, compliquent les choses. Mais parce que rien n'est fixé, effectivement, on est dans cet âge adolescent, c'est complètement ça part dans tous les sens. Donc, est-ce qu'il va y avoir une rationalisation? C'est pas certain. Alors, à la française, la rationalisation, c'est on a une loi qui explique comment on va faire, mais même la loi utilise plusieurs outils normatifs. Donc, et le fait qu'il y ait une loi n'empêche pas, on a vu, on a une loi en matière de RSE, ça n'empêche pas que on a quand même des labels. Donc, on va utiliser ces lois qui utilisent des outils de conformité, alors que normalement la loi n'est pas faite de cette manière-là actuellement. Mais le fait qu'il y ait la loi, ça n'empêche pas un certain nombre d'entreprises de respecter la loi et en même temps de demander un label Bicorp parce que ça fait joli sur une plaquette, que les gens savent que si tu es Bicorp, tu es, voilà, vertueux. Donc il y a aussi cet aspect-là ouais, qui, à mon avis, complique les choses. Puis je me demande s'il n'y a pas aussi, il y a un aspect, disons, de
phénomène de marché, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un intérêt pour certains qui sont des consultants ou des gens, des opérateurs privés, de créer du nouveau vocabulaire pour se créer un marché. Je pense qu'il y a une partie de ça. Puis il y a d'autres fois, je pense que c'est le prix à payer pour l'interdisciplinarité. J'étais à une conférence de l'OCDE, puis c'est sur vous savez, sur la réglementation agile. Puis c'est comme, j'écoute ça, je dis, regarde, ouais, mais moi, ça fait comme 20 ans que je suis dans la littérature sur la gouvernance expérimentaliste, puis c'est à peu près la même chose. Fait que là, je regarde, je dis, oh, OK, il y a tout un groupe de collègues qui travaillent sur l'agilité. C'est pas les mêmes que la gouvernance expérimentaliste, on fait la même chose. Euh, oh, Et quand oui, je t'entends parler, je pense tout le temps au droit réflexif. ben oui. Donc, je veux dire, c'est le prix à payer un petit peu pour euh, pouvoir communiquer avec des communautés qui font des choses similaires. Ça, c'est intéressant. Mais on n'est pas capable d'avoir une terminologie commune parce que les terminologies sont déjà construites avant qu'on entre en contact, là. Alors, sur le terme d'agilité, qui est effectivement un terme récent, on le trouvait dans le préambule de la partie 3 du projet C27. Oui, Bon, refait-on, là, dans le préambule, on disait on veut un système agile. Ce terme d'agilité a été développé sous la République de Weimar par un courant qui plus commercial, plus économique, et qui a été à fond utilisé enfin, c'était un vocabulaire euh, durant le Troisième Reich. Le Troisième Reich a énormément utilisé dans les communications le terme d'agilité, le terme de partie prenante aussi, qui était très très souvent utilisé. Le terme d'agilité, les nazis ont développé le système d'agence. Ils n'étaient pas capables de faire la sale job, de certaines jobs en tout cas, et ils avaient mis en place des systèmes d'agence où ils revendiquaient des systèmes agiles. Ça, il faut lire le livre de Johann Chapoutot, spécialiste du Troisième Reich, qui évoque ce novlangue qu'on utilise en toute vergogne, sans vergogne maintenant, sans ouais, savoir un historique. Alors, et mais il encore une doit fois, manquer quelque chose au cheminement parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vu ressortir de l'OCDE il y a 10-15 ans à peu près. exactement. Donc, À faire moins de ça, je pense. Ce terme d'agilité est super à la mode, un nouveau terme. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. oui, puis ça, Mais même stratégie, tu as évoqué la nouvelle stratégie. Moi, il n'y a que moi que ça choque d'évoquer des terminologies militaires ah non, mais ça, c'est toute la littérature de stratégie en gestion. Il y en a plein. mais en tout cas, Ils moi, appellent le ça. terme quand on lit la stratégie, d'ailleurs, il n'y a pas une fois le mot droit. On parle de gouvernance, on parle de régulation, on parle de bac à sable, on parle Oui, de plein de termes qui veulent rien dire, si je puis, en tout cas, ben, qui ont une définition par auteur. oui, Mais je retrouve comme juriste, on évoquait dans l'examen de synthèse, encore une fois, notre spécificité au regard de certains aspects. oui. Je trouve qu'il faudrait qu'on excusez-moi cette saute d'humeur, mais qu'on revendique que ce sont des termes, une référence à des vieux Louis de Funès, là c'est du demi-mou ou du demi-dur, je ne sais pas, mais qui sont en tout cas assurément Oui, peu, oui. peu élaborés, peu définis, peu caractérisés, peu identifiés. Mais en tout cas, juste une chose, quand je faisais plus intensément du droit comparé qu'avant, c'est la tradition juridique française se distingue par un souci très louable et très marqué d'assurer une cohérence des définitions entre les auteurs, qui est pas présente en Allemagne ou au Royaume-Uni, dans les autres traditions. Ça, puis c'est tout à l'honneur de la tradition française. Ben, le règlement IA commence quand même avec, européen, commence avec 10 pages de définition. Oui, mais il n'y a pas le même souci au niveau européen, je Mais trouve. la définition de bac à sable réglementaire, le paragraphe 55 de l'article 1 du RIA, Oui, est très éclairant quand même, parce que minimalement, on a pour une première fois un début de commencement de ce que c'est. oui, Ce qu'on trouve, encore une fois, tu l'as vu, là, règlement IA, le dernier
executive order, il n'y a que ça, hein, de Trump sur l'IA. Ah, on fait avec ça. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Est-ce que c'est un côté contraignant? C'est aucune idée. Ben, OK. Aucune Ouais, idée. je peux en parler. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, mais ouais, il y a beaucoup de flou. Surtout, la, la définition la plus précise, c'est dans le secteur financier parce que c'est là que. C'est de là que ça vient. Puis, on ne peut pas juste la prendre puis la mettre dans l'IA. Ça ne Non, marche pas. Donc, on ne peut c'est pas ça. juste la prendre et la mettre dans la régulation de documents, que ce soit en IA ou que ce soit. Il y a beaucoup en ce moment d'IA, de bac à sable qui se considèrent en vie privée, par exemple. Oui. C'est pas du tout seulement l'IA, mais effectivement, c'est différent que de. Oui, mais par contre, tu as le circuit des ministres qui se parlent, puis ça marche bien dans le secteur des financiers, on va mettre ça dans le dos. Et les consultants qui les nourrissent. Puis bon, nous, on est là, puis on se dit, ben, non, Mais- ça ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas un fan des définitions, moi, je suis un fond sur l'approche fonctionnelle, mais il y a quand même, à un moment donné, quand on ne sait pas ce que veulent dire les mots, là, c'est quand même. Ça, c'est pas mes antécédents français, là, c'est mon juridisme viscéral, où on a RSE, encore une fois. Je t'écoute, je lis le RSE, puis il n'y a pas de critères, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de critères unifiés. Et personne s'en offusque, en fait. On a une loi quand même. Mais parce qu'en fait, la RSE, ça n'est pas, d'une certaine manière, c'est pas un concept juridique. Alors, en fait, c'est ça la chose. C'est un objet que les juristes s'approprient ou tentent de s'approprier, mais c'est pas un concept juridique à proprement parler. Ça peut être un concept normatif éventuellement, mais pas juridique à proprement parler. Je vais avoir du travail, moi, c'était. Enfin, je peux poser une question de début aussi. Marianne Frison-Roche nous bat les oreilles avec l'idée de compliance. À quoi ça sert si on ne sait pas à quoi il faut se conformer? Alors, Marianne Fraise-Roche a défini la compliance. Façon Marianne Fraise-Roche, c'est pas forcément partagé par les autres auteurs spécialistes de compliance en France. En tout cas, il y a des grands débats et le fait que le concept en gros soit approprié par une personne, ça, je sais que ça gêne pas mal des collègues qui, bon, elle est très efficace en termes de communication, donc ça marche plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à sa façon voilà, de définir la compliance. Donc ça, c'est une première chose. Après, l'idée, c'est être conforme, se conformer par rapport à quoi? C'est là où, malgré tout, même s'il n'y a pas de définition, je parlais de la norme ISO 26000, malgré tout, on a dit, mais quelles sont les questions centrales? Et cette norme ISO, c'est l'idée de dire, bah, il y a des objectifs et c'est que sur chaque question, on devienne de plus en plus vertueux. C'est-à-dire qu'on est sur une sorte de chemin. Voilà, c'est pas, ce qui est intéressant, c'est pas le but, c'est le chemin. Donc on est sur cette idée qu'il faut être le plus vertueux possible dans un certain nombre de domaines. Mais ce qui fait que là, les entreprises sont un peu opportunistes et vont choisir évidemment le chemin qui les met le plus en valeur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de certification à proprement parler, parce qu'on n'est jamais au bout de la démarche RSE, on peut toujours faire mieux. C'est un petit peu l'idée, si je ne dis pas trop de bêtises. Mais je dirais aussi que quand tu as parlé d'ISO 26000, tu as bien souligné qu'il y a quand même des approches par enjeu. Des enjeux de consommation, des enjeux de sécurité, des enjeux de relations de travail. Les principes directeurs de l'OCDE ont également adopté cette répartition par enjeu. Puis, j'entendais, je trouvais que vos présentations étaient vraiment bien, se complétaient vraiment bien. Puis, je trouvais que ça aurait été le fun, Pierre, que tu fasses ton analyse, pas seulement sur la RNE, mais aussi sur la RSE, parce que ben moi, pour ce qui est je m'intéresse aux relations de travail, je suis professeure de droit du travail, je m'intéresse beaucoup à la RSE, mais en ce qui est trait au respect des droits fondamentaux des travailleurs. Et dans le fond, ce qu'on se rend compte, tu sais, la RSE, ça fait quand même, là, depuis les années 2000, tu as parlé là, de la responsabilité, tu as parlé de la définition de
la Commission européenne de 2002. Donc, quand même, depuis les années 2000 qu'on progresse vers ça. Mais la RSE, si on prend pas la RNE, mais vraiment la RSE, qu'est-ce qui a mené à son émergence vraiment importante vers la fin des années 90, début des années 2000? C'est l'internationalisation des entreprises qui prenait de plus en plus d'ampleur, la financiarisation de l'économie et la fissurisation, pour reprendre les termes de David Well, de la fissurisation des modes d'organisation de l'entreprise, avec la montée de la sous-traitance, dans le fond, la contractualisation de la production. Dans le fond, que l'entreprise n'est plus une entreprise fordiste qui produit tout en elle-même, mais qui va le plus possible sous-traiter ce qui n'est pas son cœur au niveau de sa core compétence. Oui, Et dans le fond, il y a certains secteurs, et là, on a vu que tout ça créait des enjeux environnementaux, sociaux, etc. Et les normes qui sont apparues pour régler ça, dans le fond, 25 ans plus tard, si on parle en matière de travail, est-ce que ça fonctionne dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises, que ce soit les systèmes de certification, les systèmes d'audit, les systèmes de transparence, tout ce qui est compliance? Bien, les chercheurs en labor studies ou en relations industrielles nous disent non, ça ne fonctionne pas. L'amélioration des conditions de travail, elle se fait à un rythme tellement lent. Et pourquoi? Ben, dans le fond, c'est parce que ce qu'on devrait remettre en cause, et là, il y a des collègues qui m'aimeront pas, mais c'est parce qu'il faut réfléchir au modèle, comment fonctionne le modèle de production et comment fonctionne la gouvernance d'entreprise. Et le terme de partie prenante a été beaucoup soulevé. Tu as même fait référence à la République de Weimar. Mais qu'est-ce que c'était dans la République de Weimar, les parties prenantes? Les premières parties prenantes, c'était les salariés et leurs représentants. Donc. Suivant l'approche. Alors voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à qui sont les parties prenantes pertinentes. Et je pense que selon le sujet visé, c'est peut-être pas les mêmes parties prenantes. On peut peut-être pas avoir une réflexion complète, en tout cas, mais je crois fondamentalement que cette idée de la République de Weimar, où à tout le moins, les travailleurs sont consultés pour ce qui est des enjeux de responsabilité sociale ou numérique qui les concernent, elle est fondamentale. En tout cas, la réflexion au droit du travail, c'est vers là que ça s'en va pour ce qui est de la RSE et possiblement de la RNE, mais je crois, en t'écoutant parler, Pierre, en fait, la difficulté avec la RNE, c'est peut-être aussi qu'on comprend mal. Tu sais, la majorité d'entre nous, on les comprend mal, là, les systèmes de production de l'intelligence artificielle, alors que maintenant, on comprend bien le système de production de l'entreprise, dans le système de sous-traitance, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, on était habitué à ce type de fonctionnement-là. L'IA, pour la majorité d'entre nous, en tout cas, on la comprend mal, ça se développe super vite, d'où le fait qu'on est en décalage, puis que c'est difficile. Bref, observation. Mais ce qui ajoute, c'est qu'en fait, aujourd'hui, personne n'ose dire qu'il faut une réglementation IA qui ne soit pas comme la réglementation européenne, qui est, à mon avis, de la réglementation molle, et quelqu'un qui dise clairement, en gros, ça et ça, c'est interdit. Point. Et on n'est plus dans cette logique verticale, un peu comme dans l'éducation des enfants, hein, on est dans une logique horizontale, il faut consulter tout le monde pour être sûr que la norme soit bien intégrée par tous, etc. Et il y a un moment donné, il faudrait peut-être juste taper du poing sur la table et dire ça, non, vous ne pouvez pas faire. Et pour moi, c'est un peu le règne des gestionnaires. J'allais dire peut-être des mauvaises sciences de gestion, parce que tous les gestionnaires ne fonctionnent pas de la même manière, mais en regardant les rapports ESG ou les rapports annuels et la façon dont sont composés les systèmes de gestion de la RSE en interne, il y a des entreprises, franchement, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour essayer de comprendre comment ils avaient organisé la gestion de la RSE en interne avec des comités, des sous-comités, avec des relations. Enfin, ça donnait des très beaux schémas, mais en pratique, on se dit, mais ça brasse du vent.
Alors c'est bien, nos étudiants peuvent avoir des fonctions et relativement bien payées, mais finalement pour rien de très concret à l'arrivée. Et cette espèce de mou dans la mise en œuvre pour que ça soit accepté par tous, on retrouve cette logique-là gestionnaire dans la façon de légiférer. En fait, on ne légifère plus. C'est-à-dire que la loi, c'est devenu un gros mot. Alors que je pense qu'il y a malgré tout, on en a parlé aussi ce matin, c'est qu'est-ce qu'on veut comme politique, notamment industrielle, et concrètement que ça vienne parfois d'en haut pour clarifier les choses. Là, chacun met son petit bout son petit bout de texte, sa petite valeur, et puis il y a évidemment des intérêts très très évident d'un point de vue économique et les États ont envie d'être placés aussi bien sur l'échiquier mondial, donc il faut laisser faire aussi les entreprises. Tout ça apporte de la complexité finalement. Et bon, effectivement, et c'est pas à la mode de dire il faut de la loi, que quelqu'un tranche à un moment donné, qu'on confie ça à des professeurs de droit, comme on a pu faire à certaines périodes où les professeurs de droit qui faisaient des lois, c'était très bien et ça fonctionnait. Et je crois que c'est pas trop dans l'ordre des choses, cette façon de faire, malheureusement. Mais pour rebondir, je peux parler de mon rôle, mais ce que tu dis, c'est exactement ce que dit Supio, qui est dans le même domaine que toi. Et lui, il est très contre le numérique, d'ailleurs, du fait que pour lui, le rôle du numérique, c'est d'enlever le rôle du tiers, alors que la spécificité du droit, c'est qu'il y a un tiers qui vient contrôler une relation entre A et B. Par exemple, il adore détester la blockchain, parce que justement, la blockchain est fait pour se substituer au rôle du tiers de manière totalement autonome et en autarcie, en fait, dans le AMB. Est-ce qu'il y a des jurisprudences à part que tu as cité Erika, est-ce qu'il y a d'autres jurisprudences où on condamne, on sanctionne une entreprise sur la base d'une méconnaissance d'un principe de RSE? Shell, aux Pays-Bas. Oui. Shell qui est condamné Ah, pour oui. les changements climatiques. Et Yves Rocher en droit syndical. Yves Rocher, puis la Poste aussi en France par rapport à la mise en œuvre de la loi sur la vigilance en France. Sinon, comme tu dis, il y a Shell, mais il y avait eu aussi une jurisprudence précédente où c'était sur les principes de la responsabilité civile. C'était Shell pour les dommages environnementaux causés Nigeria? ouais, Oui. par sa filiale. Et on se basait un peu sur les engagements à RSE que l'entreprise avait pris. Ici, au Canada, en fait, ça n'a jamais dépassé le stade des exceptions préliminaires. On a eu de la jurisprudence sur le fait que peut-être qu'il pouvait y avoir un devoir de vigilance en common law, basé en partie sur des normes auxquelles les entreprises s'étaient engagées volontairement, mais c'était des décisions sur des rejets d'action, ce n'est pas des décisions sur le fond, comme dans Choc contre D, dans le Tao aussi. Ultimement, comme ça revient avec de responsabilité civile. Oui, c'est ce que Weston nous a rappelé, comme ça nous prend un lien de causalité entre l'engagement puis le dommage, et puis c'est souvent là où ça choque, puis ça mène au résultat qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions où est-ce qu'il y a une conséquence directe à un engagement pris par l'entreprise. Qui est tout le lien avec ton point sur qu'il n'y avait pas beaucoup de recours à la responsabilité civile. Il y a quand même une difficulté pour la responsabilité numérique. On verra, il y a quand même eu une décision. Ça vient d'arriver aux États-Unis, là, oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est la difficulté, en fait, pour les victimes d'entrer les recours à cause du coût, parfois aussi du caractère transnational du litige. Les États-Unis, tu parles contre Google et Meta, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais sauf que c'est une décision. Il n'y a pas de jugement. Enfin, c'était par jury, je pense. Oui, mais il y a eu les recours. J'oublie les faits, là, mais ça a été décidé il y a 2-3 mois où justement les personnes qui avaient. J'oublie. Je ne sais pas si c'était des cas de suicide ou des changements de comportement, c'est ça, suite à l'usage de réseaux sociaux.
Puis, pour la première fois, ils ont réussi à contrecarrer l'argument de la liberté d'expression en allant vers la responsabilité pour produit défectueux, en disant, non, c'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un produit défectueux. Mais de mémoire, c'est une décision par jury, donc on n'a pas le juge. On attend la suite, je pense, oui. Ok. Des questions dans la salle ou à distance? Tout est clair. Moi, j'en ai plein, mais je me censure. On est très enthousiasmés entre nous. Écoutez, il est 57, on va finir à l'heure. Donc, en votre nom, je voudrais remercier professeur Joffo, professeur Larouche, pour d'accepter ça un mercredi soir de juin. Merci aussi de votre présence nombreuse en présence chez. Signez la fiche pour la formation continue, avocat, avocate, notaire qui voudrait avoir. Puis on se retourne à l'automne, on a une série de conférences. Je sais qu'on va faire une série de conférences justement sur les anniversaires de loi. On va faire le code de procédure numérique 10 ans après. On va faire la loi 25, 5 ans après. Et je ne sais plus quel autre texte qu'on veut, encore une fois, valider ou non avec RGPD. RGPD aussi, qui a une influence ici. On va fêter les 10 ans, 10 ans cette année. Donc, tenez-vous au fait des informations par LinkedIn, notamment Lucas pour le site HR sur les activités de l'autre côté de l'été. Merci.